car l'Angola tire aussi profit de la venue des Portugais. Le flux migratoire actuel en provenance du Portugal et à destination de l'Angola est composé de personnes bien plus qualifiées que par le passé. Donc pour moi, il doit être encouragé afin d'aider à développer notre pays. Si Tania ne compte pas rentrer au Portugal de sitôt, Teresa va elle quitter l'Angola, sa situation financière n'étant pas à la hauteur de ses attentes. Mais elle emmènera aux États-Unis, sa prochaine destination, le dynamisme angolais. Estelle Motion, Luanda, RFI. Allez, restez avec nous sur RFI dans quelques secondes. Le journal de François Bernard. On se retrouve juste après pour notre débat du jour. Nous parlerons adoption par les couples homosexuels. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est maintenant 19h. François Bernard. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi 24 octobre, un cessez-le-feu en Syrie pour l'Aïd, un petit pas vers la paix. Pour le médiateur Lakhdar Brahimi, pessimiste néanmoins, nous le verrons. Le groupe Al-Nosra, qui a revendiqué la plupart des attentats dans le pays, annonce d'ores et déjà qu'il rejette cette trêve. Karim Lebourg en direct dans quelques secondes. La Commission européenne qui dément tout accord entre les autorités grecques et les principaux créanciers du pays, alors que le gouvernement grec affirme avoir obtenu un délai de 2 ans pour mener à bien son ajustement budgétaire. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui commet une gaffe en annonçant la censure par le Conseil constitutionnel de la loi sur le logement social, sur laquelle les sages n'ont pas encore statué. Et puis Jérôme Kerviel, condamné en appel à 3 ans de prison ferme et pratiquement 5 milliards d'euros de dommages et intérêts. Il annonce qu'il se pourvoit en cassation. La situation en Syrie tout d'abord. 6 personnes ont été tuées, 20 autres blessées dans l'explosion d'une voiture piégée dans un quartier du sud de Damas. Cette explosion a lieu alors que le médiateur international pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, a annoncé au Caire avoir obtenu l'accord de Bachar al-Assad et de responsables rebelles sur une trêve pour l'Aïd de vendredi à lundi prochain. Le groupe islamiste, le Front Al-Nosra, qui a revendiqué de nombreux attentats contre le régime en Syrie, a lui rejeté la trêve proposée. Lakhdar Brahimi a donc annoncé au Caire avoir obtenu l'accord, mais il n'est pas sûr, dit-il, que le cessez-le-feu envisagé tienne, et il a réclamé un soutien à l'ONU. Vous êtes à New York, au siège de l'ONU, Karim Lebourg, bonsoir. Donc même M. Brahimi semble se demander si cette trêve va tenir. Oui, absolument. Lakhdar Brahimi qui parle d'un petit pas avec ce cessez-le-feu, mais il n'est pas certain qu'il soit respecté. Il faut dire que le précédent ne joue pas en sa faveur, puisque le dernier cessez-le-feu négocié par Kofi Annan en avril dernier n'avait tenu que 48 heures. Et encore, il s'agissait seulement d'une accalmie dans des combats qui étaient bien moins intenses que ceux que l'on voit aujourd'hui en Syrie. On vient d'avoir à l'instant la confirmation par l'ambassadeur russe à l'ONU que Bachar el-Assad a bien accepté ce cessez-le-feu pendant les 3 jours de l'Aïd. Du côté de l'ONU, cela devrait permettre au moins un accès humanitaire plus large aux zones de combat et éventuellement, si ce cessez-le-feu devait se prolonger, on n'en est pas encore là, mais s'il devait se prolonger, eh bien de permettre d'ouvrir un dialogue politique entre le gouvernement syrien et les insurgés. Karim Lebourg, M. Brahimi a fait aussi le constat d'une situation en Syrie qui se détériore, de jour en jour, il le dit. Oui, absolument. Lakhdar Brahimi qui semble faire un constat de plus en plus sombre à mesure qu'il vient devant le Conseil de sécurité depuis sa nomination. Il a dit aujourd'hui qu'il n'y avait aucun endroit sûr en Syrie pour les civils, que l'armée syrienne se livrait à des bombardements indiscriminés, que la loi humanitaire, le droit humanitaire était violé par les deux parties, par les insurgés comme par l'armée loyaliste syrienne. Il a semblé aussi beaucoup s'inquiéter des conséquences régionales de ce conflit qui sont maintenant de plus en plus évidentes. 360 000 Syriens qui ont fui les combats dans les pays voisins, presque 50 000 depuis le début du mois d'octobre, avec un impact régional de plus en plus inquiétant, puisque en Jordanie, par exemple, des soldats jordaniens ont été tués par des groupes qui tentaient de s'infiltrer en Jordanie par la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Karim Lebourg en direct de New York pour Radio France Internationale. En Afrique, le Soudan qui a accusé Israël d'avoir bombardé une usine militaire à Khartoum, faisant 2 morts. Le Soudan qui affirme se réserver le droit de riposter.
Le groupe sud-africain, par ailleurs, Anglo Gold Ashanti, qui est le numéro 3 mondial de l'or et qui pourrait licencier 12 000 grévistes qui ont ignoré son ultimatum qui les enjoignait de reprendre le travail. À propos de la Grèce, la troïka des créanciers d'Athènes a refusé de confirmer un accord avec la Grèce sur un délai de 2 ans pour mener à bien son ajustement budgétaire qui a pourtant été annoncé par le gouvernement grec. Les 3 créanciers ont cependant reconnu des progrès dans les négociations. Amélie Poinceau est à Athènes. La Grèce aurait jusqu'à 2016 pour mettre en œuvre les nouvelles réformes et non jusqu'à 2014 comme prévu initialement. C'est ce que le ministre des Finances a annoncé aujourd'hui au terme de 4 mois de négociations avec la Troïka. Cela dit, l'effort à fournir dès 2013 est considérable puisque le gouvernement doit s'engager dès l'an prochain sur 9,2 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques sur un total de 13 milliards et demi d'économies budgétaires. Autre bémol, 2 partis membres de la coalition gouvernementale n'ont pas confirmé cet accord. Ils restent opposés à certaines mesures prévues dans le programme, à savoir une libéralisation accrue du marché du travail et une baisse des allocations sociales. Pour le reste, il semble acquis qu'il y aura de nouvelles coupes dans les salaires de la fonction publique et les retraites, ainsi qu'une réduction du nombre de fonctionnaires. De quoi susciter à nouveau la colère des Grecs, alors que le quart de la population active est désormais au chômage. Le gouvernement, de son côté, rappelle que le pays est toujours suspendu aux prêts internationaux promis à la Grèce en échange de ces mesures d'austérité. Si la nouvelle tranche prévue de 31 milliards et demi d'euros n'est pas versée au 16 novembre, selon le Premier ministre, les caisses de l'État seront vides. Amélie Poinceau, Athènes, RFI. La Commission européenne qui a démenti tout à l'heure tout accord. Le président américain Barack Obama qui s'est lancé dans une tournée dans 8 États en 40 heures. Il espère arracher des voix décisives pour empêcher son adversaire Mitt Romney de conquérir la Maison-Blanche dans 13 jours. Les sondages dans les États qui sont décisifs donc montrent toujours pour la plupart une égalité ou un léger avantage pour M. Obama, mais il reste dans la marge d'erreur et cela augure d'une campagne acharnée pour tenter de convaincre les derniers électeurs indécis. En France, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui a commis une gaffe en annonçant la censure par le Conseil constitutionnel de la loi sur le logement social, visée par un recours UMP, très commenté ces dernières heures, mais sur lequel les sages n'avaient pas encore statué. Et cela a suscité bien sûr les moqueries de l'opposition, Florent Guignard. Quand ça fait couac, la droite s'en donne à cœur joie. Christian Jacob, patron des députés UMP. C'est à la fois de l'impréparation, c'est de la cacophonie, c'est de la perte de sang-froid, c'est de l'affolement général. Jamais on n'a vu une situation pareille. C'est vrai, Nicolas Sarkozy n'anticipait jamais les décisions du Conseil constitutionnel. Il se contentait de les critiquer. Mais au-delà de la forme, il y a le fond et ce sentiment d'amateurisme dont se moque l'ancien ministre UMP Éric Woerth. La loi sur le logement, c'est la première, entre guillemets, grande loi du gouvernement socialiste, portée par Madame Duflot. Elle est annulée pour des raisons de cours de récréation, c'est-à-dire juste de suivi de la procédure parlementaire. Il se trouve que même à gauche, on veut bien reconnaître une certaine forme d'impréparation. Razi Hammadi est l'un des nouveaux députés socialistes. C'est très dur pour nous. On a récupéré un état du pays délabré. On y est matin, midi et soir. C'est pas simple. Il y a des arbitrages à faire. Pendant 10 ans, on n'a pas été au pouvoir. Il y a une mécanique à mettre en place. On va y arriver. Il faut y parvenir. De toute façon, on n'a pas le choix. On est condamné à réussir. 10 ans d'opposition comme circonstance atténuante. C'est le nouvel élément de langage à gauche, répété partout et par tous. Il y a 6 mois pourtant, les socialistes assuraient avec force qu'ils étaient prêts à gouverner. Judiciaire avec le juge marseillais qui instruit le volet financier de l'affaire des prothèses mammaires PIP qui statuera, ce sera lundi prochain, sur une remise en liberté du fondateur de l'entreprise varoise Jean-Claude Masse. Quant à l'ancien trader de la Société Générale, Jérôme Kerviel, il a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, ainsi qu'à 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts par la Cour d'appel de Paris, qu'il a jugé responsable donc d'une perte record pour la Société Générale en 2008. Les explications de Franck Alexandre. Il est tendu, Jérôme Kerviel, très nerveux même, lorsque la cour, présidée par Muriel Filippini, s'installe pour livrer son arrêt. En juin, au dernier jour du procès, l'ex-trader l'avait dit « Sur ce coup-là, je joue ma peau ». Juste analyse, car son destin bascule lorsque la cour confirme le jugement de première instance. À cet instant, Jérôme Kerviel écoute la sentence sans scier, mais il sait que son avenir est plus que jamais hypothéqué. Sa défense, orchestrée par David Koubi, a lamentablement échoué. Et alors que Kerviel s'éclipse, son
avocat ne peut que constater son échec. En dépit des nombreux éléments nouveaux que la défense a été capable d'apporter, rien n'a pu infléchir la décision de première instance. Je constate que nous avons échoué. David Koubi, adepte des coups d'éclat sans lendemain, des effets de manche, n'a jamais apporté le début d'une preuve et sa théorie du complot, la banque savait mais a laissé faire s'effondre. La société